Alors ce soir, on va finir cette année sur une question à la fois simple et en même temps quotidienne. On a abordé cette année la peur, la terreur, la culpabilité. Et là, c'est de manière plus large, au fond, d'essayer de, pas simplement de situer nos émotions dans notre vie humaine, mais de se demander, vous allez le voir étant donné ce qu'elles ont de paradoxal, un peu dans un regard de sagesse, finalement, à quoi ça sert? Autrement dit, pourquoi, on va le voir, comment faire pour s'encombrer de choses aussi compliquées que les émotions, d'une manière qui puisse être finalement positive. Alors, j'y reviendrai, mais pour de multiples raisons, le début du XXIe siècle est un moment de l'émotion. D'abord parce que, en gros, jusque ces 3 derniers siècles du monde occidental, les sociétés traditionnelles avaient une manière classique de gérer les émotions, hein, même si ce sont les Grecs et les Romains les Chinois aussi d'une autre manière, qui ont théorisé ce que sont les vertus. La pratique de la vertu, c'est aussi vieux que l'humanité. Et finalement, la vertu, elle a dans toutes les civilisations été considérée comme un régulateur de l'émotion par sa maîtrise. En gros, on ne peut pas dire que les civilisations traditionnelles soient des amplificateurs positifs de l'émotion. C'est plutôt des sociétés qui considèrent que la finalité de la vie ne réside pas dans l'émotion. Elle réside ou dans la transcendance, ou dans la survie, ou dans le bien collectif, mais pas tellement, il n'y a pas de mise en évidence de la valeur de l'émotion individuelle comme telle. L'émergence de cette valorisation de l'émotion individuelle, historiquement, elle date du romantisme. On peut dire que le romantisme, c'est ce courant à la fois artistique, intellectuel, mais qui est aussi un courant de culture qui se met non seulement à valoriser le sujet humain, mais ça c'est antérieur au romantisme, hein, la valorisation du sujet humain, c'est-à-dire la mise en lumière de la liberté de chacun à disposer de lui-même par les choix qu'il fait. C'est toute la Renaissance, sa racine, elle est dans le Moyen-Âge. Elle est déjà chez les Grecs et les Latins d'une autre manière. Hein. Donc on peut dire d'une certaine manière que la civilisation occidentale, elle est marquée par l'émergence du sujet. Et encore une fois, il ne faut pas trop rapidement la réduire aux lumières, elle est bien antérieure. Mais la mise en lumière de l'émotion, elle est tardive dans cette émergence du sujet. Je vous dis, on peut la dater plutôt de la période romantique. On pense à des poètes, on pense à des écrivains, on pense à de la peinture. Et puis on peut souligner aussi que la fin du XXe siècle est un moment d'amplification considérable de l'émotion par 2 ou 3 grands facteurs. J'en verrai 3. Le premier, c'est la mise en lumière de la psychologie des profondeurs, c'est-à-dire du fait que chacun de nous a une problématique émotive à gérer. Voilà, cet mode d'analyse, lui aussi, il est bien ancien, mais enfin, il connaît ses lettres de noblesse avec Freud et avec la psychologie expérimentale. Donc, au fond, aujourd'hui, plus personne ne doute qu'il a des émotions à gérer, que c'est son boulot, quoi. Qu'il a des problèmes émotifs parce qu'il a des conflits internes, voilà, il a des conflits intrapsychiques. Donc aujourd'hui, ça ne fait plus de doute. Dès qu'il arrive un problème, on a des gens qui vous aident à gérer le traumatisme, qui vous aident à gérer votre stress. On a des cellules psychologiques. Dès qu'il y a un drame quelconque, vous comprenez bien qu'il y a 2 siècles, les cellules psychologiques, il n'y en avait pas, quoi. Les drames, c'était les drames. Ça, c'est la première raison. Peut-être la plus profonde. Alors, est-ce que la psychologie des profondeurs est issue du romantisme? Pour en discuter. Le deuxième grand vecteur, c'est la consommation, c'est-à-dire le fait que l'économie mondiale repose désormais sur la gestion du désir. Voilà, ce n'était pas couru d'avance. Hein. L'économie médiévale, l'économie de la Renaissance, l'économie du XVIIIe siècle ne repose absolument pas sur la gestion des émotions. Elle ne repose absolument pas sur la mise en évidence du désir, et sûrement pas du désir d'avoir de manière illimitée. Mais il se trouve que l'Occident a choisi, et c'est
un choix qui est en train de devenir planétaire, que l'économie fonctionne par la consommation de masse, et la consommation de masse, elle repose très principalement sur l'exaltation de l'émotion subjective à posséder. D'accord ? Marketing manipule à très haut niveau et avec une compétence tout à fait exceptionnelle les émotions individuelles et collectives. Donc là, on a un amplificateur émotif gigantesque, quoi. Puisque nos sociétés ne sont pas simplement des sociétés dans lesquelles nous consommons, mais des sociétés de consommation. Donc tout y est organisé de manière telle que sans cesse l'émotion soit sollicitée pour favoriser l'économie. Encore une fois, ce à quoi on n'aurait jamais pensé dans un quelconque système rationnel économique voilà, de l'homme des cavernes jusqu'au XIXe siècle. Le troisième, c'est la communication et l'image surtout. Hein, alors, à de multiples titres. D'abord parce que les œuvres d'art et les œuvres d'art ont là des vecteurs de diffusion extraordinaires par les moyens de communication. Le même tableau peut être vu par des millions de gens, par des milliards de personnes. Vous avez sans doute, 1 milliard de personnes qui connaissent, je ne sais pas trop quoi, la Marilyn Monroe de Andy Warhol et la Tour Eiffel, pour prendre deux exemples. Tout le monde ne connaît pas Degas ou Manessier, mais voilà. C'est très marrant, quand vous arrivez à Taïwan, vous voyez le David de Michel-Ange reproduit à l'infini en plastique, dans toutes les matières possibles et inimaginables. Vous dites, c'est quand même... alors vous êtes un petit peu... C'est plus tout à fait le même d'ailleurs, hein, un petit peu modifié, quoi. Même carrément ratatiné, enfin, il n'a plus grand-chose à voir, mais enfin, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, le brave Léonard de Vinci, tout d'un coup, il se répand, c'est comme... enfin bref, son David est l'équivalent d'un nain de jardin, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, là-bas, c'est l'équivalent du nain de jardin, c'est le David de Léonard de Vinci. Et donc, non seulement à ces titres-là, mais aussi parce que ces images ont donné lieu à des arts eux-mêmes, que sont la photographie, le cinéma, la vidéo et tout ce que vous voudrez. Et donc, on est aujourd'hui dans une circulation des images et d'images greffées sur l'émotion, donc des images amplificatrices d'émotion, de manière considérable. Donc sans doute que l'humanité n'a jamais été autant favorisée dans les émotions collectives et individuelles qu'elle l'est aujourd'hui. Alors en plus, vous rajoutez un petit peu de terrorisme international, une coupe de football mondiale, vous voyez, quelques événements pseudo-planétaires, et vous avez votre marmite émotive, on va dire ça, hein, ou votre serre chaude émotive. Voilà. Mais du coup, qu'en dire de l'émotion ? L'émotion, de manière simple, qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est la réaction du vivant face à l'environnement oui, qui l'entoure. C'est d'abord ça. Il n'y a pas d'émotion chez les cailloux. Il y a peu d'émotions chez les plantes. Enfin, où il y a des choses analogues aux émotions. Enfin, c'est un peu plus lent. Il y a une inertie plus longue. Sauf chez les plantes rétractiles, et encore. Mais au fond, l'émotion, on la voit particulièrement chez les animaux, chez les mammifères supérieurs et évidemment chez l'humain. Et on voit bien d'ailleurs que, c'est Aristote qui souligne ça, l'émotion est d'autant plus grande que le vivant est complexe et que donc et qu'il est parfait. C'est-à-dire, plus le vivant a une configuration particulière et il réagit de manière différenciée par rapport aux différents éléments de son entourage. Vous voyez, la même personne humaine peut réagir de 15 manières différentes selon les 15 interlocuteurs qu'il va avoir en 15 minutes. D'accord ? Vous pouvez réagir, l'un de manière agressive, l'autre de manière calme, le troisième de manière euphorique, la quatrième de manière timide. Enfin voilà, vous pouvez avoir 15 passions pour 15 personnes. Un chêne ne réagit pas de 15 manières aux 15 espèces d'arbres qui sont dans la forêt qui l'entoure. Voilà. Donc là, on voit bien que plus le vivant est parfait, et plus il y a une diversité des réactions émotives, et ces réactions manifestent en fait une relation d'adaptation, d'intégration. Par la réaction, le vivant se situe. Vous vous situez par rapport à quelqu'un, comme d'ailleurs un mouton dans un troupeau, hein, vous vous situez par rapport à ce qui vous entoure, avec des facettes réactionnelles, on parle comme ça, des facettes réactionnelles variables. C'est d'ailleurs intéressant de savoir, on va le voir, y a-t-il des facettes réactionnelles plus élémentaires, d'autres plus complexes ? En tout cas, nous avons des modes de réactivité
à l'égard de notre environnement, nous, assez poussé, sur lequel nous avons une part de maîtrise et une part de non-maîtrise. Hein, tout le monde n'a pas de maîtrise de sa peur, tout le monde n'a pas de maîtrise de la surprise qui s'empare de lui, tout le monde n'a pas de maîtrise de la timidité qui peut... Et c'est un des grands chemins de l'humain que de prendre, en tout cas d'avoir à faire avec cette réactivité affective. Alors on connaît par cœur, vous avez des gens qui n'en ont pas beaucoup en apparence de la réactivité affective, mais tout est dessous. C'est-à-dire qu'en fait c'est des chauds bouillants, mais sous une dalle de béton. Inversement, vous en avez qui réagissent à tout, mais finalement peu profondément. Enfin voilà. Donc je ne vais pas vous faire de la typologie de la réactivité affective, les caractères de la bruyère ou la typologie psychologique. Mais en tout cas c'est ça, cette réactivité. On peut dire, on voit d'ailleurs que cette réactivité, chez l'humain, là encore, c'est Aristote qui souligne ça, elle est d'autant plus forte qu'elle est liée à la mémoire. Donc un événement est situé par rapport à d'autres événements l'ayant précédé, d'accord, et à l'imagination. Un même événement peut être connecté à d'autres choses que des événements, à des représentations intérieures. Autrement dit, ça veut dire tout simplement que vous pouvez tout d'un coup ne pas avoir peur face à un éléphant et pousser un hurlement face à une souris, bizarrement. Ou vous pouvez tout d'un coup ne pas avoir peur face à un danger imminent grave et paniquer totalement à cause du silence de la forêt. Voilà. Donc c'est pas d'abord intelligent ou pas intelligent, c'est interactif, c'est ça une émotion. C'est relationnel, on peut dire ça comme ça. Et donc ça joue beaucoup parce que de tous les objets dont nous avons l'expérience, finalement, l'humain est celui qui est potentiellement le plus en interrelation. En interaction avec son environnement, d'abord parce qu'il a une capacité de connaissance et de perception plus large que tous les autres animaux, et en plus parce que précisément il a une capacité progressivement, au fur et à mesure qu'il se développe, d'ajuster une réactivité extrêmement variable. Vous pouvez là encore réagir de 200 manières différentes selon les 200 personnes que vous avez devant vous. Alors vous avez des gens qui réagissent de manière univoque, c'est-à-dire que avec tous les blonds, ils réagissent comme ça, avec tous les bruns, ils réagissent comme ça, avec tous les petits, ils réagissent comme ça, avec tout, voilà. Puis vous avez des gens qui réagissent réellement de manière singulière selon chaque personne. Vous avez cette grande sage indienne, là, qui embrasse les gens, qui les prend dans ses bras. Elle ne pourrait pas toucher le cœur de la plupart de ces dizaines de milliers de personnes qui se pressent auprès d'elle si elle n'avait pas une capacité d'adaptation émotive. Alors, pas absolue, hein, parce que personne n'a une capacité d'adaptation émotive absolue, mais une capacité d'adaptation extrêmement forte. Donc elle a sans doute une palette d'émotivité extrêmement riche. Je ne l'ai pas rencontré, donc je ne peux pas vous le dire, mais quand on rencontre des gens analogues à quelqu'un comme ça, hein, des gens qui sont vraiment avec une très grande vie spirituelle et une très grande capacité relationnelle, on est très impressionné de leur côté, ils ne sont pas univoques, quoi. Moi, j'aime bien le rugby, j'aime bien le football, enfin, c'est des fois un peu univoque quand même. Il n'y a pas une différenciation absolue selon la personne qui est en. Enfin, quand vous êtes au rugby, vous n'avez pas le temps de vous faire des papouilles et vous demander vraiment qui vous êtes du point de vue de votre vivre au quotidien par rapport à l'autre en face qui vous fonce dessus pour vous arracher la tête et le ballon. Je trouve ça assez sympa, mais enfin, c'est un peu... Voilà. C'est plutôt un troisième mi-temps qu'on apprend à se connaître. Enfin, tant qu'on n'a pas trop bu. Et donc, c'est pour dire que concrètement, du coup, je vois que l'émotionnel, il est permanent, il traverse toute la vie collective, il traverse toute la vie avec les autres. Et il traverse aussi toute la culture. C'est bien, l'ambiance, on va dire ça comme ça, l'ambiance culturelle n'est pas la même dans un aéroport français, dans un aéroport chinois, dans un aéroport italien, dans un aéroport... Selon la compagnie aérienne que vous prenez, l'ambiance n'est pas la même. Le feng shui n'est pas tout à fait le même selon le pays d'où vous venez. Alors, il ne faut pas caricaturer les choses, hein. Voilà. Mais il y a quelque chose, enfin, la culture, c'est pas seulement du conceptuel, la culture, c'est aussi de l'émotivité. C'est de la réactivité, d'ailleurs. Aussi bien, par exemple, on voit bien, selon les peuples, l'inventivité des peuples est variable. Tout le monde n'est pas inventif dans tous les domaines. Il y avait des gens qui inventent des fromages, d'autres, ils inventent du vocabulaire pour désigner la couleur verte, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de fromages en Corée, et il n'y a qu'un seul mot pour dire la couleur verte en français, vert. Alors, clair, foncé, point barre. Vous en avez 20, je crois, en coréen. Selon que c'est le vert de l'herbe coupée, fraîche ou pas fraîche, que c'est le vert du feuillage, que c'est le vert de la mer, que c'est le vert... Enfin, vous avez 20 mots, adjectifs différents pour dire les nuances de la même couleur. Donc on n'est pas inventif au même endroit et on n'a pas non plus des réactions pathologiques au même endroit. Hein, ce que les psychologues observent, c'est ce qu'on appelle les traits culturels, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où tous les Français s'énervent, il y a des endroits où tous les Chinois s'énervent,
des endroits où tous les Américains s'énervent. Qu'on a touché là à leur orgueil collectif. C'est-à-dire à la capacité de réactivité émotive collective. C'est vrai, les Français ont du mal à ce qu'on leur dise qu'ils sont des imbéciles, des idiots. D'autres peuples, moins. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les Français le sont moins que les autres, mais enfin idiots, mais ils supportent moins. On voit ça aux humiliations. Et donc, de manière très étrange, je dirais, les émotions, c'est quelque chose qui à la fois nous traverse, nous habite, qui fait partie de nous, mais pas que, ça fait aussi partie de l'autre et des autres. Donc vous voyez, c'est très, j'allais presque dire, c'est fluide, c'est liquide, c'est pas de l'avoir l'émotion. Hein, de nouveau, c'est de la relation, c'est du vivant, et on le voit bien dans la vie humaine, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand vous lisez la Bible, qui est un bouquin avec beaucoup d'émotions, on voit bien, ça vous donne une bonne palette de toutes les émotions humaines, la Bible. Vous avez beaucoup d'émotions tout à fait catastrophiques, enfin, de grande méchanceté, de cruauté, de jalousie, de tout ce que vous voudrez. Et en fait, c'est vrai, le théâtre, le roman aussi mettent en lumière le fait que, ce qui est vrai, c'est que la vie humaine, elle est traversée des émotions les plus constructives et des émotions les plus destructrices, des émotions les plus primaires et les moins travaillées, aux émotions les plus fines et les plus élaborées, voilà. Donc l'émotion, c'est pas positif ou négatif, mais s'il y a une extrême palette, et ça donne vraiment des fois, j'allais dire, une délicatesse. Oui, vous voyez, quelqu'un qui travaille dans le domaine du parfum ou dans le domaine des saveurs, voilà, il travaille quoi? Il travaille sur la finesse de la réactivité émotive qu'il va provoquer auprès de ceux qui vont respirer cette odeur ou manger ou respirer cette saveur, enfin, goûter cette saveur. Donc vous avez des génies comprenez bien, de l'émotivité signifiante. Voilà, il y a des nuances de couleurs extrêmes. On sait bien qu'un tableau n'a rien à voir entre une photo qu'on envoie et l'original. Parce qu'une photo, elle est figée, alors que le même tableau, s'il est un tant soit peu éclairé avec une composante de la lumière du jour, il va varier des milliers de fois par minute. Et donc, voilà. Et puis, vous avez aussi des émotions voilà, de cruauté, de fermeture, de haine, qui sont des choses tout à fait impressionnantes, qui peuvent exister chez les humains de manière beaucoup plus profonde par certains côtés que ça n'existe chez les autres animaux. Alors, quand on voit cette... c'est vrai d'ailleurs, on se dit, mais au fond, ça se situe où ça? C'est pas dans du dur, le dur c'est la matière. Donc l'émotion, c'est pas directement le corps. Hein. Il y a une biologie des passions, il y a une biologie des émotions. Mais la main, c'est pas une émotion. Même la sensation, c'est pas une émotion. Elle s'accompagne de sensations, d'émotions, la sensation. Mais on voit bien, il y a en nous quelque chose de plus concret, de plus matériel. Il y a du plus, j'ai l'impression de dire, du plus objectivable que l'émotion. Parce que qu'est-ce que je ressens exactement? Je suis mal à l'aise, c'est-à-dire, je sais pas trop bien, hein, ça me gratouille et ça me chatouille, je me sens pas trop bien. C'est-à-dire, alors que si vous dites, mais déplace ton pied de 2 cm, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Déplace ton pied de 2 cm. Par contre, si je dis calme-toi, ça peut ne rien vouloir dire. Parce que peut-être que la personne est très calme, c'est juste moi qu'elle m'angoisse. Enfin, puis peut-être que relativement à son état habituel, elle est très calme, mais pour moi, ça fait une dose d'émotivité beaucoup trop élevée. Donc il y a une objectivité dans la corporéité qu'il n'y a pas dans l'émotion. Et à l'autre extrême, les émotions sont importantes, mais on voit bien que se déposent au fond de l'homme des choses beaucoup plus profondes que l'émotion. Les émotions peuvent varier, comme la météo. Il y a des choix qui ne bougent plus. Les émotions peuvent se nuancer. Il y a des compréhensions inamovibles. Vous voyez, il y a des choses qui relèvent plus immédiatement de l'esprit. On peut être enthousiaste d'un peintre à une époque et moins à une autre. On peut vibrer à une musique à un moment donné de sa vie et beaucoup moins à une autre. Ça n'enlève rien à la perception qu'on a de la perfection musicale du morceau qu'on écoute. Donc on voit bien qu'il y a une objectivité intérieure plus grande dans la vie de l'esprit, c'est-à-dire les choix profonds, on va voir qui ne sont pas sans émotion, mais qui sont au-delà des émotions, ou la compréhension profonde, qui n'est pas sans émotion, mais qui est au-delà des émotions. Et puis il y a des choses plus objectives matériellement. Donc on voit bien, on est dans l'entre-deux.
Et même si on veut affiner, on voit bien que l'émotion relève du registre du sensible, c'est pas du spirituel. Est-ce qu'il y a des émotions spirituelles? On verra peut-être. Mais basiquement, ça relève pas, en tout cas de manière élémentaire, du spirituel. Ça relève du sensible, mais c'est, encore une fois, c'est plus subjectif que la sensation. Il y a une certaine subjectivité dans la sensation. Tout le monde n'a pas la même perception sensible. Il y a des gens qui ont un toucher beaucoup plus fin, une vue beaucoup plus précise. Et on voit bien d'ailleurs que l'affinement des sensations se fait grâce aux émotions, enfin, s'accompagne d'émotions. Mais voilà, la sensation est plus fondamentale. Donc on voit bien, l'émotion, elle a un endroit très précis. Hein. Elle est entre le sensible de la sensation et je dirais l'émotivité spirituelle. Qu'est-ce que c'est l'émotivité spirituelle? C'est quand tout d'un coup on comprend quelque chose profondément de l'autre ou de soi. Quand, après avoir longtemps peiné à obtenir quelque chose de soi-même intérieurement, on l'obtient. On arrive, on franchit un seuil d'autonomie, de liberté, de compréhension, de relation. Voilà. Ça, c'est l'émotion spirituelle. Mais, encore une fois, elle peut être très légère, pas nécessairement marquée. Alors, quand on se penche un peu plus près, on voit bien que dans l'émotion elle-même, il y a des niveaux différents. D'abord, il y a ce que j'appellerais les émotions fondamentales, qui sont des émotions, comprenez bien, primaires, non élaborées. La peur réflexe. Le dégoût immédiat, quoi. On vous met quelque chose dans la bouche, même à l'état adulte, ou vous vomissez poliment, enfin ce qui est difficile, où vous avez une capacité d'abstraction absolue qui fait que vous vous en allez dans votre tête complètement ailleurs de ce que vous êtes en train de goûter et vous avalez à toute allure en essayant que la mémoire du goût ne demeure pas dans vos papilles. Ouais, donc vous avalez je ne sais pas trop quoi. J'ai fait ça une fois avec un truc, c'était en Corée. J'ai avalé un truc, je n'ai d'ailleurs pas cherché depuis à me souvenir du goût que ça avait, mais je me souviens très bien qu'il y avait urgence, quoi. C'était ça ou la catastrophe, quoi. Donc j'ai dû avaler, je ne sais pas trop quoi, demi-canette de Coca-Cola derrière la bouchée. Je pense que ça doit faire la même chose d'ailleurs pour un Coréen quand il mange certaines choses françaises. Voilà, mais donc c'est pour dire que là il y a une réactivité immédiate, vous voyez, je veux dire, on n'est pas dans du culturel, on n'est pas dans de l'émotion élaborée, on est dans il y a des répulsions instinctives, enfin, c'est-à-dire instantanées, spontanées. Il y a alors, du côté de l'attraction, c'est plus élaboré, mais enfin quand même, quand vous avez froid, si vous voulez, l'attraction du chaud, de la partie chaude de la pièce à l'égard du vivant que vous êtes est assez spontanée. Alors après ça, vous pouvez mettre de la pénitence en jeu, ou je ne sais pas trop quoi, du partage de la chaleur avec les autres, ou que vous voulez faire des économies d'énergie, tout ce que vous voudrez. Mais enfin, il y a de la raison qui peut s'introduire, mais basiquement, quand même, on est attiré par le chaud quand on a froid, non? On est d'ailleurs assez attiré par le frais quand on a très chaud. On peut vous expliquer, vous savez que quand vous avez très chaud, il vaut mieux boire un bon thé bouillant, c'est très très bon parce que ça vous rafraîchit. C'est bizarre que quand même ça se vend moins à Avignon, en plein mois de juillet, que les glaces et les boissons fraîches. Même si c'est totalement vrai, buvez du thé chaud et vous verrez que c'est beaucoup plus rafraîchissant. Mais légèrement dans la durée, pas dans l'effet immédiat. Voilà. Et donc, ces émotions fondamentales, c'est Thomas d'Aquin qui les identifie. Alors, il en voit 12, lui, c'est très intéressant. On ne va pas faire la géographie des émotions, ce n'est pas notre sujet, parce qu'il faudrait se transformer en cours. Mais par contre, il dit de manière très juste, quand même, l'émotion de base, c'est le mouvement vers ce qui est agréable. C'est assez simple. C'est vrai, normalement, il faut être un peu malade, et donc c'est pas du primaire, c'est du secondaire, pour avoir un mouvement spontané vers ce qui vous fait mal, quoi. D'ailleurs, en fait, c'est pas parce que ça vous fait mal, ça vous fait plaisir à un autre niveau, quoi. Il y a des gens, ça leur fait plaisir de se faire du mal. Bon, c'est un petit peu compliqué, hein, mais ça arrive. Parce que ça les valorise, ou bien parce que même le ressenti du rapport froid, enfin c'est un peu comme quand vous faites quand vous êtes dans votre, vous savez, mes frères là qui sont dans le nord, dans un endroit très très chaud, dans votre sauna là, puis vous allez vous plonger dans l'eau glacée. Voilà. Je pense que c'est d'abord pour les effets, c'est pour les effets corporels, c'est pas d'abord, enfin si vous avez très chaud, vous avez besoin d'être rafraîchi, mais d'ailleurs vous y restez pas trop longtemps non plus dans l'eau glacée. Donc ça prouve bien que c'est, et donc c'est assez simple de dire d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'une espèce de mouvement très très radical du vivant humain, de l'intérieur de lui-même, vers ce qui lui est primitivement agréable, on va dire ça comme ça.
Et saint Thomas montre comment est-ce que ce mouvement fondamental, il a une particularité, c'est qu'il peut se redoubler face à l'obstacle. Très bizarre que l'attraction d'une chose bénéfique se transforme en colère quand tout d'un coup quelque chose s'interfère entre vous et l'objet. Et il dit au fond, les deux grands mouvements émotifs, c'est celui-là, c'est celui qui va vers le... Alors avec toutes les catastrophes qui peuvent arriver entre soi et l'objet vers lequel on va. Hein. Parce que, il peut s'avérer en fait être beaucoup moins sympathique que ce que vous aviez prévu, ne pas être destructeur au lieu d'être bénéfique, tout ce que vous voudrez. Mais par contre, il souligne comment est-ce que ce mouvement fondamental, cette émotivité empathique, on va dire, c'est de l'empathie, hein, basiquement. L'homme est fondamentalement empathique. Mais cette empathie, parce qu'elle est extrêmement forte, a une capacité réactionnelle qui, elle, non pas de l'antipathie, mais vous voyez, de ce qu'on appelle, on n'a pas de mot d'ailleurs en français, on appelle ça l'irascible en latin, mais vous voyez, c'est pas de la colère, parce que la colère c'est une de ses formes, mais que te font la capacité de se mobiliser vitalement vers l'objet que l'on cherche à atteindre. On pourrait dire la capacité fondamentale d'affrontement émotif. Hein, on a une capacité d'empathie émotive et une capacité d'affrontement émotif. Et vous avez des gens qui bâtissent toutes les théories de l'humanité sur l'affrontement et d'autres qui bâtissent des théories sur l'empathie. C'est le brave, comment il s'appelle, un Américain là, qui a écrit un gros bouquin pour montrer que contrairement aux apparences, il a l'air de découvrir d'ailleurs quelque chose, enfin bon, c'est vieux comme encore, c'est pas, ça, il n'a rien inventé du tout, mais je ne retrouve plus son nom. Un énorme bouquin où il montre que plein d'analyses montrent que contrairement à l'idée préconçue que depuis Darwin, la vie c'est le struggle for life et donc c'est l'affrontement, eh ben non, pas du tout, c'est l'empathie, que l'homme n'est pas simplement à s'affronter dialectiquement, mais aussi à être en empathie profonde avec les choses et les êtres. Je dis le Moyen-Âge disait ça déjà, les Grecs aussi. Et donc voilà, ça c'est ce que j'appellerais l'émotivité fondamentale, alors qui d'ailleurs dans certains cas ne fonctionne plus. Parce que l'émotivité, on va le voir secondaire, finit par la perturber. Par exemple, quand vous êtes dépressif, même ce qui est bon pour vous, vous n'y allez plus. On vous amène quelque chose qui est censé vous faire plaisir, et ça vous rend encore plus triste que d'habitude. Il y a un truc qui ne va pas là. D'accord ? Donc on voit bien, l'émotion fondamentale, elle ne demeure pas à l'état pur, vous voyez, je veux dire, elle est sous-jacente. Mais elle-même, elle existe dans un on va le voir, dans une espèce d'élaboration émotive complexe. Et la dépression, c'est une élaboration émotive complexe. Parce que vous voyez, elle est dans une logique qui fait que tout ce qui m'arrive est reformulé de manière négative contre moi-même, c'est quand même assez élaboré. D'accord ? Parce que il y a beaucoup de choses positives dans une vie humaine. Pour arriver non seulement à regarder les négatives, mais à étendre les négatives à toutes les autres, il faut quand même beaucoup d'entraînement. Hein. Beaucoup d'entraînement. Beaucoup plus que l'inverse, normalement. Alors on va me dire, ouais, mais comme ça fait des milliards qu'on s'entraîne, nous on est des super dépressifs à l'état collectif et les Français à l'état naturel. Voilà. C'est-à-dire que le négatif, nous alors là on sait, le positif, on le cherche à la loupe. En fait, dans le réel, non, c'est l'inverse. Le positif, tu ne sais plus où le mettre. Le négatif, il est parcellaire, il est ponctuel. L'être en tant qu'il est bon. Voilà. Et qu'avant que quelque chose dans l'être soit mauvais, c'est-à-dire soit un obstacle au bien, il faut quand même un peu d'élaboration. Le deuxième niveau d'émotivité, c'est ce que j'appellerais l'émotivité stratégique. C'est-à-dire la manière dont les émotions me servent à me situer dans l'existence, à m'ajuster aux choses, aux situations, aux êtres, aux circonstances, aux événements. Où, en gros, l'émotion traduit cette espèce d'ajustement, d'interaction permanente avec les objets, les choses et les êtres. Et donc qui me permet de me situer concrètement là où je suis, dans l'environnement dans lequel je suis. Et donc ça demande la perception de ce qui m'est favorable et de ce qui m'est défavorable. Qu'est-ce qui va dans le sens de mon développement, qu'est-ce qui ne va pas dans le sens de mon développement. Et évidemment, normalement, basiquement, tu essaies quand même d'aller dans le sens de prendre les courants positifs à ton développement et d'éviter les courants négatifs à ton développement. Alors, il y en a qui aiment bien la bagarre, donc ils aiment bien doser, qu'il y ait pas mal de choses qui soient contraires au développement, ça leur donne de la pêche. Voilà. Puis vous en avez qui évitent complètement les affrontements. Vous voyez, donc déjà là, on a des stratégies émotives globales variables. Il y a des gens qui aiment bien, je vous dis, qui se ressentent eux-mêmes
plus vivants et mieux situés en état d'affrontement, même s'ils aiment bien l'empathie, et d'autres qui se situent beaucoup mieux en état d'empathie forte et en diminuant l'affrontement. Mais évidemment, on voit bien qu'il faut les deux, parce que se situer que par rapport à ce qui m'est favorable, c'est quand même éliminer toute une partie des choses du réel. Me situer que par rapport à ce qui m'affronte, c'est quand même là aussi sélectionner les choses. Si tu cherches que les gens avec lesquels tu vas avoir des problèmes, bon, c'est une manière de vivre, hein. Au moins tu te sens punchy, quoi, tu te sens provoqué dans ta différence, si tu préfères. Voilà, bon, pourquoi pas, hein. Ils cherchent la castagne, il y a des gens comme ça, il y a des cultures aussi qui cherchent un peu la castagne. Hein. Il y en a même d'ailleurs, ils n'arrivent plus à en sortir, hein, de génération en génération. Puis il y en a d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la castagne, on évite, l'affrontement on évite, on est plutôt, vous voyez, alors c'est pas des mollusques, hein, parce que les gens qui aiment la castagne vont dire que c'est des mollusques. C'est pas des mollusques, c'est des gens qui sont plutôt dans la stratégie d'évitement de l'affrontement stupide. Enfin, c'est ce qu'ils disent eux. Les autres disent que quand même, même quand c'est pas stupide, ils évitent quand même. Voilà, donc on voit bien que, et en nous il y a les deux. Si on est un peu préconstitué émotivement, on voit bien qu'il y a des trucs, d'ailleurs on y va franchement, ça nous plaît bien parce qu'il y a un peu de bagarre, puis il y en a, on n'y va pas du tout. Parce que d'abord on va perdre, et qu'on n'aime pas perdre, voilà. Donc c'est tout ça, vous voyez, c'est cette espèce de... Et tout ça on le voit chez les animaux, hein. Là-dessus on a... Alors, on est un peu plus singularisé que les animaux, mais là encore, l'ambiance, l'environnement du troupeau, c'est-à-dire la culture collective, joue beaucoup. Dans cet apprentissage, on va dire là aussi, la complexion physique aussi joue. Le petit nerveux, si vous voulez, c'est sûr que l'empathie, vous voyez, profonde et molle, c'est moins son truc, quoi. La castagne, il connaît. Mais le grand lymphatique, là, qui a du mal à éviter les coups parce qu'à peine il bouge, il s'est déjà pris 4 coups dans la figure. Voilà. Et donc, ça joue aussi. C'est-à-dire que la capacité d'affrontement de l'existence, elle n'est pas que émotive, elle est aussi physique. Et donc, alors, ça a des avantages et des inconvénients, c'est configuration émotive générale. Les avantages, c'est que c'est quand même ça qui m'apprend à apprivoiser le réel, donc aussi à m'installer dans une connaissance des choses. Parce que pour les connaître, il faut les apprivoiser. Si je me prends tout dans la figure, j'ai pas le temps de comprendre. Hein. Vous voyez, on voit ça quand vous faites du ski sans lunettes et qu'il neige. C'est sûr que là, c'est super la piste, hein. Sauf que vous n'y voyez rien du tout. Et là, vous comprenez que d'être tout le temps dans l'affrontement, ça vous empêche d'intégrer quoi que ce soit. Et à la fin, vous avez dit, oui, non, mais la piste était super. Il dit, bah, moi, j'ai rien vu. Hein. J'ai juste eu froid dans les yeux. Et donc, mais inversement, la personne qui met tellement tout à distance qu'elle ne rencontre jamais rien, c'est la même chose, elle apprend rien. Parce qu'elle va que vers ce qui lui ressemble. Que ce qui est déjà parfaitement anticipable et prévisible. Donc, du coup, il n'y a aucune croissance. Donc, on voit bien que l'apprentissage de l'affrontement et de l'empathie sont les deux grands chemins par lesquels va se développer la connaissance que la personne a du monde, d'elle-même et des autres. Et normalement, on le souhaiterait équilibrer. Le rôle de l'éducation, dans ce cas-là d'élémentaire, hein, de 0 à 7 ans ou de 0 à 12 ans, si vous voulez, travaille là-dessus. Mais là encore, on voit bien que on ne peut pas toujours tout réinventer. Un couple ne se suffit pas pour à la fois faire le point sur ses héritages culturels et émotifs, corriger ceux qui sont tordus et être capable de vivre en interaction sereine avec leurs enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, à l'âge où vous êtes dans la sérénité émotive, vous êtes devenus arrière-grands-parents, donc c'est trop tard pour l'éducation. C'est vrai, alors qu'à l'âge où vous éduquez, vous êtes dans l'immaturité émotive majeure, quoi, quand même, faut quand même le dire. Enfin, à cause de la dose des gamins, là, qui sont assez interactifs, qui vous en mettent plein la figure, ou qui n'en pensent pas moins, ce qui est à peu près la même chose. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voit bien la difficulté, elle est là-dedans d'apprendre à gérer, vous voyez, c'est ça, là, c'est à gérer ces deux grandes manières d'aborder les choses, voilà, pour pouvoir apprivoiser la réalité. Ensuite, et là nous fonctionnons en plus élaboré, en plus qualifié, ou en plus pathologique et en plus grave, comme les animaux. Et puis ensuite, il y a un troisième niveau d'émotivité. C'est ce que j'appellerais l'émotivité élaborée. C'est celle au carrefour, à l'intérieur de laquelle se fabrique l'image de nous-mêmes. C'est-à-dire une émotivité qui interprète les choses, qui nous renvoie à des choses qui nous flattent, qui en gros, nous servent à nous situer. C'est une émotivité dans laquelle nous essayons de porter un jugement sur les choses et sur nous-mêmes. C'est le même registre émotif qui est celui qui est présent dans l'art.
quand vous allez interpréter un morceau de musique ou peindre quelque chose, vous y mettez de l'émotion, vous essayez de personnaliser votre émotion. La personnalisation de l'émotion, ou vous voyez, la manière dont la personne se situe à l'intérieur de sa perception émotive, c'est un troisième niveau. Ce troisième niveau, personnellement, comme philosophe, je le trouve très 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 malade, moi. Je vois très 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 peu de gens, y compris moi-même, qui ont une perception interprétative juste, qui ont une capacité d'expression réellement personnelle, qui savent ne pas dépendre des 1000 choses que leur renvoient leurs émotions, mais qui n'ont rien à voir avec de l'objectivité. C'est-à-dire que je trouve que l'humain est considérablement esclave de cette logique d'image, qui est émotive, d'accord ? De cette manipulation des individus par les individus via l'émotivité collective. Vous entrez dans une entreprise, vous entrez dans une association, et vous voyez instantanément le jeu. Le jeu. Alors, vous avez des gens merveilleux, vous les prenez un par un, ils sont très sympas. Ils rentrent dans le bidule, c'est l'horreur, quoi. Ils se retrouvent à vous poignarder dans le dos parce qu'ils font partie ils se font embarquer dans les cours de vous savez jamais, vous vous souvenez pas les cours de classe? La manière dont il y en a un qui est tout seul, les autres sont ensemble pour faire des clans, tu as les clans qui se regroupent les uns contre les autres, tu as les garçons, les filles, voilà. C'est extraordinaire. La vie adulte, c'est exactement la même chose, sauf que ça se prend au sérieux. D'accord? Tu as les humiliations, tu as les intellos orgueilleux qui regardent tout le monde de loin en pensant que c'est tous des abrutis qui n'ont rien compris au monde. Enfin, regardez ce que c'est qu'une cour de récréation. Vous avez tout sur une cour de récréation. Je dis la différence, c'est qu'eux ont quand même les adultes au-dessus qui ne les prennent pas complètement au sérieux. Le problème après ça, c'est que les adultes font la même chose en beaucoup plus pire, mais eux se prennent parfaitement au sérieux. C'est la vie sociale dans ce cas-là de pathétique, de ridicule, voilà, et qui fabrique nos fausses personnalités 24 heures sur 24. Et dans lequel notre monde contemporain, alors, nous la procure. Il nous procure en plus des fausses personnalités à géométrie variable. C'est super, tu peux changer, tu es hypocrite, mais chaque fois de manière différente. Je dis ça parce que les philosophes, quand ils analysent ça, sont sans pitié. Les artistes aussi, et je pense qu'ils ont raison. Un type qui est absolument effroyable là-dessus, c'est Molière. Personne ne trouve grâce à ses yeux, sauf le chat, le petit chat, qui est mort. Mais en dehors du chat, tous les autres, c'est des benettes, des niaises, des hypocrites, des méchants, des avaricieux, des luxueux. Enfin, c'est que des tordus, quoi. Il y a quelqu'un de pas tordu chez Molière? Ils sont tous tordus. XVIIe siècle. La prise de conscience massive du fait que les jeux interprétatifs collectifs et sociaux sont essentiellement de l'hypocrisie et du faux-semblant. C'est difficile d'échapper à Molière. Vous rajoutez en plus du Shakespeare derrière et vous êtes mort. Hein. Alors à côté, vous avez Racine et Corneille, ils sont merveilleux, ils sont touchants parce qu'ils y croient. Sauf qu'ils croient à une humanité qui n'existe pas. Vous voulez savoir, parce que moi ce que je rêverais, ce serait de jouer Corneille, mais version Molière, tu vois. Tu joues Britannicus ou Racine, mais tu le joues version Molière, c'est-à-dire en mettant en lumière, ce que fait d'ailleurs Shakespeare, hein, c'est-à-dire en mettant en lumière toutes les choses qui sont totalement illusoires, où les humains ne fonctionnent pas comme ça. On a rêvé, nous, alors les dinosaures de plus de 40 ans, à un moment donné, dans l'après-deuxième guerre mondiale, qu'on allait redevenir des gens gentils, généreux, dévoués, au cœur pur, comment on dit ça, loyaux, vous voyez, solidaires, tout ça. Et c'est quoi la conclusion 40 ans plus tard? C'est qu'on est aussi hypocrite que tout le reste de l'humanité depuis le début. Demandez à la génération d'en dessous, elle va vous dire ce qu'elle pense de nous. Nous qui étions peace and love, non, on voulait la paix. Voilà. Donc en gros, c'est pour dire que là où effectivement il y a quelque chose de... Je dis ça parce que c'est ce qu'Aristote fait à la fin de la politique. Il y a quelque chose près de désespérant humainement, c'est cette partie-là de l'humanité. Le fait que c'est étonnant comment, la plupart du temps, dans 80% de nos existences, chez 99% des humains, les logiques émotives collectives sont des logiques de fuite de soi, de fuite du réel, et finalement, sont des logiques dans lesquelles l'individu ne peut plus grandir. Vous voyez le pari? Voilà. C'est ça la difficulté. Alors, ça arrive des fois dans l'espace, on va y revenir, hein, dans l'espace interpersonnel, on arrive à échapper à ça. Dans un espace interpersonnel réduit à quelques-uns. Mais dans l'espace collectif, vous pouvez prendre tout, les grèves, les manifestations, je ne sais pas trop quoi, les fêtes, tout. Même les JMJ. Et donc, voilà, il n'y a pas de, comment dire ça, et là on voit qu'on est, vous voyez, dans la, comment dire ça, dans l'émotion comme
j'allais préciser, dans les scénarios émotifs. Là, on est dans les scénarios, on n'est plus dans les émotions premières. On n'est plus dans les émotions par lesquelles nous nous situons dans le monde. On est dans les émotions par lesquelles nous nous racontons une histoire qui n'est pas la nôtre. Les fausses identités narratives. C'est-à-dire, en gros, on est dans l'espace que la plupart du temps, malheureusement, la culture nous propose de fausses interprétations de nos existences. Voilà. Tout le travail de la sagesse, normalement, quelle que soit la tradition, c'est d'échapper, d'ailleurs Socrate est mort pour ça, c'est d'échapper aux fausses interprétations collectives, y compris religieuses. Je vous rappelle que Socrate est mort pour avoir dénoncé le mécanisme interprétatif faux qui était celui de la religion. Enfin, de la religion d'Athènes, hein, pas de la religion comme telle. Mais... Donc du danger que toute institution humaine ou tout groupe humain génère, comment dire ça, ces scénarios collectifs dans lesquels chacun écrit son petit scénario. Mais voilà, la vie n'est pas un scénario, c'est une aventure dont je n'ai pas le scénario. D'ailleurs, je n'ai même pas une mémoire juste des épisodes antérieurs, vous savez. Vous ne pouvez pas faire rewind, on le sait bien. Le souvenir, par exemple, c'est incroyable, les liens entre les émotions et les souvenirs. Mais vous savez bien que les souvenirs, 80%, ils sont faux. Il ne s'est pas passé ce dont vous vous souvenez. Vous savez, c'est le drame tragique, la confrontation du témoin à l'historien. Souvenez-vous avec Julie Aubrac, non, son prénom Lucie Aubrac, vous vous souvenez? Lucie Aubrac disait « j'ai fait ça et j'ai fait ça ». L'historien lui dit « vous ne pouvez pas avoir fait ça et fait ça parce que là, il y a une distance telle que vous ne pouvez pas l'avoir couverte en une nuit ». Il dit « mais j'ai fait ça et j'ai fait ça, je me souviens très bien, c'était ce jour et ce jour-là ». Ben oui, on est désolé, mais vous vous souvenez, mais ce dont vous vous souvenez n'a pas existé. Terrible, hein? Quand l'historien, qui n'a jamais fait rien du tout de sa vie, vous voyez, mais juste qu'il dit « tu vois, c'est pas possible que tu aies fait ça ». C'est un peu humiliant. Hein? Et donc, mais vous savez bien, c'est un accident, vous demandez à 10 personnes ce qui s'est passé, la voiture, voilà, il y a 15 mètres de différence, enfin, vous voyez, en gros, vous avez autant d'histoires que de témoins. Et en plus, si vous les laissez parler entre eux, ça rajoute des histoires supplémentaires. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est quand même extraordinaire qu'il y a un niveau où l'émotivité pollue complètement le rapport au réel, on va dire parler comme ça. Hein. Parce qu'il me propose une interprétation sécurisante, voilà, qui précisément me dispense d'avoir à assumer la complexité émotive de la vie collective. C'est ça l'histoire derrière. Hein. Parce qu'effectivement, ça prend la tête. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on est tellement, dans une ville par exemple, on est tellement nombreux qu'on voit bien que ça prend la tête le collectif. Alors, c'est pas totalement impossible, mais c'est quand même une entreprise, la plupart du temps, désespérée, que de vouloir assainir directement ce registre-là. Enfin, vous le voyez, vous ouvrez le journal de 20h, on est là-dedans à 600%. Vous vivez, enfin, on l'a bien vu avec ces événements terribles, avec des émotions collectives de terreur par le terrorisme. Vous voyez bien, et on voit bien, c'est très impressionnant de voir que nous croyons que d'avoir un micro et une caméra, ça te dit ce qui se passe. Mais il faut être des idiots pour croire ça. Les seuls cas où une caméra et un micro, ça permet de savoir ce qui se passe, c'est dans votre cyclotron là, grenoblois là, vous voyez, c'est des outils d'analyse scientifique là. Là oui, quand tu as un microscope, quand tu as une caméra et un micro, enfin tu as des enregistreurs d'événements, mais c'est des enregistreurs d'événements dans lesquels il n'y a aucune interprétation derrière la personne qui tend le micro et derrière la personne qui a la caméra. Mais tout le reste, c'est jamais avec une caméra et un micro que ça va savoir ce qui s'est passé. Voilà, et donc c'est très étonnant de voir comment est-ce qu'il y a là Alors vous vous en doutez bien, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On s'en doute bien, il faut revenir à l'apprivoisement, l'enrichissement et l'enracinement de la personne dans les émotions fondamentales pour que précisément, ça soit elle qui assainisse les phénomènes d'émotivité falsificatrice, substitutive. Vous savez, je suis sûr c'est mal. Dans les foires, là, vous avez alors une tête de cow-boy. Alors aujourd'hui, c'est autre chose. Hein, vous avez Dark Vador. Vous mettez votre tête dans le trou, vous voyez le truc là. N'importe qui met la tête dans le trou. Alors je fais ça avec Photoshop. Hein. C'est très étonnant. C'est ça. Vous avez une émotivité de substitution. Vous avez 95 ans et vous êtes déguisé en Blanche-Neige. D'accord. Et vous avez 12 ans et vous êtes je sais pas, vous êtes transformé en le vieillard là dans le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, là, donc, vous avez exactement ce qui se passe. Vous avez une interprétation, une émotivité fausse,
dans lequel on vous propose de vous inscrire pour donner une image de vous. Et donc, comment est-ce qu'on travaille, du coup, sur ces émotions? Alors, c'est très étonnant, c'est que la première chose qui assainit fondamentalement l'émotion et qui remet les émotions fondamentales d'équerre, ça s'appelle l'émerveillement. C'est extraordinaire, l'émerveillement. L'émerveillement, c'est-à-dire précisément mettre en œuvre l'émotion spirituelle fondamentale. Qu'est-ce que c'est d'être émerveillé? C'est de découvrir ce dont je ne savais pas encore que ça existait. C'est pas de le ressentir, c'est de le découvrir. L'émerveillement est de l'ordre de l'intelligence. C'est pas émotif l'émerveillement. Il y a un effet émotif de l'intelligence. Et c'est très étonnant que l'émerveillement, d'une certaine manière, ou l'admiration, mais l'émerveillement c'est plus que l'admiration. L'étonnement et l'émerveillement. Que déjà dans l'admiration, je vais commencer à fabriquer de la distance, vous voyez? Vous avez des gens qui vous disent « Ah, je vous admire mon père », là c'est louche, tu vois. Ça veut dire, oui, au moins vous êtes tellement haut pour moi que moi ça m'arrange vachement d'être en bas, quoi. Hein. Comme ça, votre vie, ça ne me concerne pas du tout. Hein. Je vous admire vraiment beaucoup. Hein. La pauvreté, par exemple, la chasteté, l'obéissance, vraiment, je vous admire beaucoup. Hein. Voilà. D'accord. Donc l'admiration, c'est louche. Ça crée une espèce de... Il y a un mécanisme d'interprétation d'admiration. Je mets l'autre sur un piédestal. Être émerveillé de l'autre, c'est différent. Parce que précisément, je ne le situe pas. L'émerveillant, je ne situe pas la chose par rapport à moi. Son identité me touche au plus profond de moi-même. C'est un acte d'identification maximum. D'ailleurs, dans lequel j'identifie aussi quelque chose de moi. Parce que tout ce qui me merveille, me remplit, me touche, vous voyez, entre en moi. De manière, du coup, je deviens ce qui recueille la merveille qui m'émerveille. Et c'est vrai d'ailleurs que basiquement l'humain soit un recueilleur de merveilles, c'est clair. Comme une grande feuille qui prend la rosée. Et donc, il me semble que et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, hein, il y a d'autres mots pour utiliser ça. Simone Weil parlait de l'attention. Simone Weil disait l'attention, c'est pas la concentration. L'attention, c'est la capacité à recevoir les choses comme elles sont. Aujourd'hui, vous voyez bien, vous avez un courant qui, bien heureusement d'ailleurs, se développe, qui s'appelle la méditation de pleine conscience, qui est un mot un petit peu compliqué pour juste dire ça. Qui est en gros de développer en soi une capacité à être là, qui est la condition sine qua non pour pouvoir recevoir les choses comme elles sont. C'est-à-dire être étonné et émerveillé de ce qui est. Et de s'apercevoir que même une chose que je connais pourtant depuis des années, c'est incroyable qu'elle soit ce qu'elle est. Voilà. Et donc, vous voyez, là, il y a une espèce de réenracinement sans cesse au-delà de l'image. Vous comprenez bien, l'émerveillement ou l'étonnement, c'est ce qui me remet face au réel au-delà de l'image. Donc, c'est ce qui me remet dans la santé émotive. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et on voit bien les gens qui font de la méditation de pleine conscience. Pourquoi est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale aujourd'hui? Parce que les effets mesurés médicalement en termes de consommation diminuée d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, enfin, ça assainit quoi? L'émotion. Et donc c'est assez beau, je trouve, de s'apercevoir que, comment vous dire ça? On pourrait presque dire que l'émotion, du coup, dans l'homme, profondément, elle est là pour être l'écho à l'émerveillement. Hein, on pourrait presque dire que, oui, l'émotion que ressent l'homme par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, pour qu'elle soit structurante pour lui et respectueuse du réel, cette émotion doit pouvoir s'enraciner dans l'émerveillement. Ce n'est pas toujours facile. Aristote le dit, il dit ça à propos des insectes. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment les crabes, les scorpions, les mollusques, les méduses. C'est pas nécessairement, ça ne vous attire pas démesurément. Hein. Mais Aristote dit, si tu regardes ce qu'elles sont, alors tu es émerveillé. Pas mal ça. C'est dans l'être que sont les choses émerveillantes, hein, pas d'abord dans les œuvres. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il me semble, qui permet de réassainir, on va dire de réenraciner l'homme dans ses émotions fondamentales, c'est le travail. Pas que le travail artistique,
et pas d'abord le travail efficace. Parce que le travail, quand il se transforme en efficacité, génère un certain nombre de scénarios émotifs. Tu bosses. L'important, c'est de bosser dans la vie. C'est les bosseurs qui gagnent. Plus tu gagnes du temps et plus c'est de l'argent. Enfin, vous voyez, on a hérité de ça, c'est la culture du tu bosses, quoi. Ou au contraire, tu joues. C'est l'autre version. La version moderne, là, c'est tu joues. Plus tu prends ton pied, plus c'est génial. Donc, le but, c'est que tu travailles pas, enfin, que ton travail soit ludique. Vous voyez, on est passé du travail pénible comme valorisation de la structuration, ce qui est un peu bête, au travail ludique comme épanouissement de la personne, qui est aussi bête d'ailleurs. Que je m'absente autant de moi par le jeu, que je m'aliène moi-même par le je bosse. Enfin, vous voyez. Parce que qu'est-ce qui me structure dans le travail? C'est de réussir à mettre quelque chose de moi dans ce que je fais, c'est assez simple. Or, si ce que je mets de moi dans ce que je fais, c'est juste d'abattre un maximum de trucs en un minimum de temps, t'es quand même pas grand-chose. T'es juste une machine à abattre du boulot, quoi. Ce que tu fais en prépa ou... j'ai fait une prépa, pour vous dire, c'est pas du tout critique vis-à-vis de ceux qui subissent ce genre d'exercice pendant quelques temps. Ou alors c'est l'inverse. Jouer, c'est s'absenter de soi pour se détendre. Mais si tu n'es que détente, tu n'es jamais soi. Et donc c'est très étonnant de voir que le travail, c'est-à-dire cette tentative, cet apprentissage et cette maîtrise à mettre quelque chose de moi-même dans une réalité que je transforme, ça c'est très étonnant. Parce que d'abord je me confronte, là j'ai un apprentissage émotif du réel, forcément ici c'est avec des personnes avec qui je travaille. Donc, vous voyez, il y a un apprentissage de l'émotion sur une base objective qui est le projet. On voit bien d'ailleurs, quand on s'énerve sur le truc qui ne marche pas, vous savez, vous essayez d'ouvrir la porte, et puis alors vous tapez dessus, elle ne vous a rien fait, ça ne va pas d'ailleurs l'améliorer toujours. Enfin. C'est bête de s'énerver contre un objet, non? Vous savez, vous essayez de mettre le fil dans l'aiguille, puis quand vous avez des yeux un peu vieux, vous savez, vous vous énervez complètement, quoi. Les gens, ils finissent par tout casser. Ils n'arrivent pas à faire un trou dans un mur, ou ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. Enfin, c'est très étonnant de voir comment est-ce que... Parce que c'est absurde de s'énerver contre un objet, ça va pas vous changer, vous. Enfin, vous voyez, c'est vraiment stupide. Une personne, ça peut réagir, mais pas un objet. Et donc, le travail, précisément, est un apprivoisement de l'ajustement émotif entre moi, l'expression de moi-même et la réalité qui m'entoure. Ça va des choses les plus simples, hein, comme un travail manuel, faire de la cuisine ou je ne sais pas trop quoi, s'occuper de son jardin, jusqu'à des travails plus relationnels comme parler, dialoguer. Se parler, c'est un travail. Trouver la juste manière de se parler. Normalement, l'apprentissage de la langue n'est pas seulement un apprentissage de la grammaire, du vocabulaire, mais un apprentissage de l'art de parler. C'est-à-dire de permettre à ce que des significations partagées, avec des variations dans la construction du langage, permettent d'exprimer une palette émotive gigantesque. La poésie, c'est quand même... Il y a une capacité d'expression émotive dans la poésie, oui, qui par certains côtés surpasse les arts plastiques. Et donc je dirais que finalement l'émotion, quand elle est dans ce rapport fondamental à la réalité qui est celle de l'émerveillement, c'est-à-dire de l'accueil des choses, hein, on pourrait presque dire de l'hospitalité réciproque. La connaissance, c'est l'hospitalité. Par la connaissance, vous accueillez le réel chez vous et vous le laissez vous accueillir dans ce qu'il est. C'est ça la connaissance, hein, au sens fort. Pas le savoir abstrait, hein, je parle de la connaissance empirique. Donc c'est très beau de voir que là, il y a un ajustement émotif parce que plus j'apprends à vivre avec le réel et plus j'apprends à être moi-même dans le réel, voilà, et plus il y a une régulation émotive. La sagesse, c'est ça d'ailleurs. La sagesse, c'est pas quelqu'un. Le sage, c'est pas d'abord quelqu'un qui maîtrise par le projet qu'il en a les émotions qui sont les siennes. C'est quelqu'un qui laisse sa relation familière, positive et constructive avec la réalité réguler son état émotif. Alors il ajuste, hein, parce que il n'est jamais infaillible, le sage. Donc, même les moustiques peuvent l'énerver. C'est pas facile d'être gentil avec le moustique qui t'énerve. De ne pas t'énerver plus que ça n'est nécessaire. De développer ton agressivité juste ce qu'il faut pour tuer le moustique, pas pour écraser, pour faire des trous dans le mur avec ta chaussure. Ou de taper sur la tête du voisin parce que tu n'as pas vu que le moustique était dessus. Et donc, vous voyez, donc, ce registre-là, plus
du travail et de l'art aussi, hein, sont des lieux de maîtrise de l'émotivité. Ensuite, je dirais qu'il y a un deuxième niveau qui est l'apprentissage, alors qui lui est beaucoup plus long et indéfiniment à recommencer, de l'émotivité dans la relation interpersonnelle. Finalement, le grand lieu à la fois de la richesse émotive, de la fragilité émotive et de l'échec émotif, c'est la relation à autrui. Et là, je vois bien que je peux pas l'éviter. Pourquoi ? Parce que l'émotivité est un mode d'expression. Enfin, c'est l'émotivité qui exprime, pour être plus précis. Je ne peux jamais exprimer l'intelligible à l'état pur. Même un mot, c'est émotif. Tu utilises un mot à la place d'un autre, d'ailleurs, tu as des gens, ils écoutent le mot que tu utilises parce que tu es en train de dire. Comme pour eux, ces mots-là, ça s'appelle un mot agressif, qui est plutôt du nord, toi tu es du sud, il ne va même pas écouter le contenu, il va mal le prendre. Ou un mot méprisant, enfin, vous voyez, bon. Et donc, c'est très étonnant de voir que, finalement, je ne peux pas faire l'économie de l'apprivoisement de ma propre émotivité dans la communication à autrui et dans l'écoute d'autrui. Donc on voit bien qu'un des grands lieux d'auto-éducation de l'émotivité, de personnalisation, là pour le coup de l'émotivité, de juste interprétation, de juste usage de ce que l'émotion me permet d'interpréter. Et beaucoup d'humilité. Ben oui, parce qu'il y a des choses que je pressens, par exemple. Pressentir, c'est de l'émotion. Ah, t'es rentré dans la pièce, j'ai bien vu que t'étais malheureux. Non, pas du tout, j'ai juste mal à l'estomac. Mal vu, dommage. Et donc, vous voyez, le pressentiment, c'est typique. L'intuition affective, elle n'est pas spirituelle, elle est émotive. Comment s'en servir de manière juste ? Ben ça s'apprend que dans la relation interpersonnelle. Alors vous savez, vous avez les gens où vous vous devinez parfaitement parce que vous êtes à peu près dans le même type de configuration, mais alors les autres, vous n'en comprenez rien du tout. Puis, de temps en temps, vous avez affaire avec des gens, vous n'y comprenez rien du tout, mais manque de chance, c'est votre collègue de tous les jours. Et alors vous prenez gamelle sur gamelle, entre hommes et femmes, de toute façon là, il y a une incompétence structurelle, chronique et définitive. Donc normalement, un appel à l'humilité quotidienne et récidivante. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien dire que les femmes s'obstinent à essayer de nous comprendre, mais elles n'y arriveront pas, rassurons-nous. Par contre, nous abandonnons un peu vite la tentative de vous comprendre et nous avons tort. Voilà. Mais la compréhension émotive, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Précisément, c'est l'endroit où la différence est la plus grande. Bon, je n'ai pas le temps de développer le pourquoi, on verra tout à l'heure peut-être dans les questions, mais et donc là, il y a quelque chose on voit bien que le langage, les mots et l'émotivité sont indispensables dans l'apprentissage de la connaissance de la personne d'autrui et de se laisser connaître par autrui. Et on voit bien que ça réclame du temps pour qu'il y ait une connaissance fondamentale, réciproque, et ça réclame après ça un réajustement absolument quotidien. Parce que ce n'est pas parce que je connais l'autre que je sais la bonne manière de faire qui va l'aider le plus et qui va m'aider le plus dans la rencontre de l'autre. Et ça serait... C'est pas parce qu'on a l'habitude, alors vous savez, c'est des gens qui ont des rituels comme ça. Tous les ans, ils se retrouvent dans le même restaurant à prendre le même repas à la même heure. Oui, ça peut être touchant, puis ça peut être aussi un peu débilitant. Hein. J'ai vu ça, moi, de jeunes comme ça. Ils étaient chacun devant leur écran d'ordinateur. Ils avaient acheté le même repas chez McDo. Ils avaient décidé de le manger. Ils étaient distants de New York à Los Angeles. Et alors, c'était très marrant parce que donc ils avaient fait leur petit rituel de la rencontre émotive. Vous voyez, c'est un peu sur un laptop, c'est un peu spécial. Il fallait trouver quelque chose qui était présent dans les deux villes. Donc évidemment, McDo, c'était sûr que tu peux acheter le même plat. Enfin, tu vas avoir les mêmes choses, quoi, pour avoir l'impression que tu es au resto, quoi. Et le plus marrant, c'est que lui, pour lui faire une blague, enfin, pour lui souhaiter son anniversaire, en fait, il avait fait le voyage et il était en dessous, dans l'appart d'en dessous. Et au milieu du repas, il est venu lui dire bonjour. Elle a hurlé pendant 20 minutes, tellement elle était paniquée par la perturbation de l'espace-temps. Là, l'émotion n'a pas supporté. Vous voyez, ils étaient dans une sérénité émotive, voilà, tout était iso-conforme, là. Puis tout d'un coup, il y a une espèce de rupture émotive majeure. Hein. Elle a mis 20 minutes et à la fin, elle n'arrivait pas à lui pardonner d'avoir fait ça. Alors que lui, il pensait lui avoir fait une surprise magnifique.
Elle n'arrivait d'ailleurs pas à expliquer pourquoi elle le prenait mal, mais elle le prenait manifestement. Là, l'émotion était submergée. Mais je comprends, parce qu'il lui avait complètement menti. C'est quand même pas bien de mentir aux gens, non? Bah, vous dire, ouais, mais ça permet de faire des grosses surprises. Pas toujours des bonnes. Bon. Voilà, et donc concrètement, on voit là que c'est dans cet apprentissage interpersonnel, et à petite échelle, à l'échelle de la famille, bien sûr, qui est un laboratoire permanent, ou de l'entreprise, ou de l'équipe de travail dans laquelle... C'est là qu'on apprend, en fait, à se désintoxiquer des mécanismes collectifs d'interprétation préétablis, et qu'on apprend, pour le coup, à générer, partiellement, des antidotes aux scénarios émotifs tout fabriqués. Donc la vraie culture émotive, elle se fabrique, je vous dis basiquement, dans l'émerveillement et dans le travail et l'art, mais après ça, elle se fabrique surtout dans la relation personnelle et dans la relation personnelle qui s'élargit. On voit bien d'arriver à faire une vraie fête entre amis. C'est pas facile, hein? Quelque chose où chacun aura vraiment été heureux. Trouver le temps que ça doit durer, la musique qu'il faut mettre, ce qu'on va manger, l'éclairage, la lumière, vous voyez, pour que les 40 personnes, je ne parle pas de plus, parce que pour ça que les mariages, c'est toujours raté, ça dépend pour qui. L'important, c'est qu'on ait l'illusion que ça soit réussi pour ceux qui ont décidé qu'il faut que ça le soit, puis tant pis pour les autres, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la musique de ceux qui ont 75 ans n'est pas la même que la musique de ceux qui en ont 20. Que la quantité d'alcool ingurgitée par l'un n'est pas la même. Voilà, bon, bref. Donc c'est pour dire que déjà de réussir à faire quelque chose, parce que la fête c'est de l'émotion, non? C'est célébrer la joie d'être ensemble. Bah déjà d'arriver à faire une fête à 5, 10, 20, c'est super doué. Hein. Voilà, et donc on voit bien qu'il y a une émergence du sujet qu'est la personne humaine qui se fait que progressivement, grâce à l'intégration de l'émotivité comme moyen d'expression, et plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des émotions très spécifiques, et je voudrais finir par là. C'est ce que j'appellerais des émotions critiques, des émotions dont nous ne savons pas quoi faire. La mort, la naissance, tomber profondément amoureux. Ça peut se faire au bout de 20 ans où on connaît l'autre, hein, mais vous voyez, le moment où tout d'un coup, la manière dont l'autre interfère dans mon existence est complètement out of control de ma part. Des moments où on est perdu. Aussi bien des événements positifs que des événements négatifs, mais qui me mettent en état d'émotivité critique. Vous voyez, un endroit où je ne gère plus. C'est pas seulement je pète les plombs, comme on dit, mais où je suis dépassé. Ça m'avait beaucoup frappé, là, pour le coup, au moment de la chute des deux tours. Je me souviens très bien m'être dit, là, j'assiste, je me souviens plus, enfin, j'étais pas né au moment de la bombe d'Hiroshima, mais je m'étais dit, cet événement-là est porteur d'une émotivité qui n'est pas mesurable. Qu'est-ce que ça représente émotivement ? Personne ne peut le dire. Vous voyez ? Ça excède. C'est trop, pas grand au sens positif, hein, c'est ni trop horrible, c'est pas mesurable. La taille de l'événement n'est pas à la mesure de l'émotion d'un individu, voilà, pour le dire comme ça. Voilà. Au moment où on est submergé par l'émotion. Et le mot submergement n'est pas juste d'ailleurs, où je ne sais plus où je suis. Très bien, même dans l'émotion que je vis. Et c'est très impressionnant de voir que ça touche. Et là, on voit bien que là, l'émotion touche quelque chose de la personne et de son identité. C'est comme s'il y avait une espèce de faille qui s'ouvrait et tout d'un coup, la précarité de mon identité et en même temps la préciosité de mon identité était là. Vous voyez, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'est rien et qu'en même temps, ma vie est très précieuse. Hein, ouais, quand on a risqué de mourir, quand on a cru perdre quelqu'un et qu'on le retrouve, enfin, vous voyez, des choses extraordinaires qui fait que... Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que c'est la rencontre avec soi-même, la rencontre avec autrui, me semble tout à fait privilégiée quand elle se fait dans ces moments partagés. Partager avec quelqu'un un moment d'émotion, non pas intense, mais extrême, mais qui peut être très simple. Partager, voilà, une peine, mais une peine qui me submerge. Partager une joie qui me submerge. Ne pas savoir la partager, d'ailleurs. Et donc, il me semble qu'il y a là quelque chose de très riche, qui fait que il y a quelque chose... là, de la personne humaine, l'émotion, si vous voulez, je dirais ultimement, pour moi, c'est l'attente de l'inattendu. Je vous parlais d'émerveillement.
nos émotions, nous apprenons à les maîtriser pour qu'elles nous permettent de mieux gérer le réel et de nous situer à l'intérieur de lui. Ça, c'est nécessaire. Et de nous apprivoiser, d'apprivoiser les choses. Mais finalement, je vous le disais, l'émotion, c'est une manière fondamentale d'accueillir la réalité. Et il me semble assez intéressant les moments où dans notre vie, nous accueillons une lumière ou un ressenti sur notre existence qui nous dépasse complètement. Ce n'est pas de la mystique, au sens fort du terme, même si les intuitions mystiques sont peut-être de cet ordre-là. Voilà. Et là, c'est très beau de voir qu'il y a comme quelque chose qui s'incarne en nous, vous voyez, de l'invisible, de l'indicible. Ces émotions-là laissent des traces durables. Je dirais même, pour moi, elles sont quelque chose comme un peu une irruption de l'éternité dans le temps, quoi. Surtout quand elles sont des émotions de joie. Et je dirais que le paradoxe de notre monde contemporain, c'est qu'à la fois, il a inventé des logiques de manipulation collective de l'émotion comme jamais on en a inventé, et plutôt négatives. Et en même temps, c'est un monde qui, par l'inattendu qu'il permet ou qu'il déclenche, les deux, permet aussi des moments d'émotions positives extrêmement intenses qui nous dépassent. Je viens vous donner cet exemple des JMJ. C'est pas parce que c'est le pape, mais moi ça m'avait beaucoup frappé. La dernière fois que j'y suis allé, c'était à Rome. Et c'est très impressionnant quand vous êtes devant 1 million de personnes, d'avoir le sentiment que cette foule ne ressemble pas tout à fait à une autre, parce que chaque personne a une conscience de sa valeur. Et que ça se voit presque, ça se ressent presque physiquement. Et je m'étais dit, il y a des moments comme ça, vous voyez, tout d'un coup, jamais une foule ne me fera cet effet-là. Parce qu'une foule, normalement, vous voyez, vous êtes annulé par le groupe. Là, c'est l'inverse d'un stade de foot, quoi. En plus, je me suis attrapé, c'était une messe où la moitié dormait encore, vous voyez, ils émergeaient tout doucement pendant la messe, parce qu'il a fait froid pendant la nuit, on avait dormi à l'endroit de la messe. Et je me dis, c'est très bizarre le contraste qu'il y a entre le fait que tout le monde n'est pas très attentif à ce qui se passe. Enfin, vous voyez, la messe, en plus, c'est dans une langue que tout le monde ne comprend pas, le temps de brancher ta radio pour écouter. Voilà. Mais il y avait quelque chose. Normalement, la foule, est-ce qui annule complètement l'émotion personnalisée? Parce qu'elle la noie dans une espèce de sentiment de moi collectif. Et là, c'était l'inverse d'un moi collectif. C'était l'inverse. C'était comme si la collectivité, l'émotion collective était au service, comprenez bien, de l'émotion intérieure de chacun. De manière très très simple d'ailleurs. C'était pas commotionnant. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des moments comme ça. Et je pense que, là encore, ça peut se jouer dans l'intime, même seul, intérieurement, au profond de soi-même, comme ça peut se jouer dans le plus collectif qui soit. Voilà. Il me semble que ça, ce sont des perles émotives précieuses de l'existence. C'est des choses que l'on... comment dire ça, qui font partie structurellement des grandes joies d'exister. À vous les questions. Oui. Je voudrais revenir sur la dernière chose que vous nous avez partagée, cette grande joie d'exister, qui me semble finalement ne pas mériter une grande préparation, alors que ce que vous avez exposé avant, c'est un chemin de croissance individuelle pour aboutir à la sagesse. Est-ce que vous pouvez éclairer ce paradoxe? Alors, c'est vrai que cette joie d'exister, ça demande quand même de s'y préparer. Je dis ça parce que vous avez des personnes qui ont annulé la possibilité qu'elle existe dans leur vie. Si vous avez tout programmé, tout quadrillé, tout verrouillé, tout fermé, l'horreur, ça ne vous émeut pas. La joie, elle pénétrera jamais en vous, vous voyez, peut se durcir. Alors, après ça, ce qui se passe dans le 3e sous-sol au fond, là, dans la cave, j'en sais rien. Des fois, ça ne échappe à la personne, donc je ne parle pas de ça. Mais... Et donc, il faut garder une ouverture de cœur et d'intelligence, une disponibilité. Ça, c'est le premier élément. Et puis, alors je pense que la sagesse, c'est de cultiver cette disponibilité 24 heures sur 24, pour que j'en sois capable tous les jours. Tous les jours. La vie humaine devient heureuse, pas totalement, mais quelque chose du bonheur commence à rentrer dans la vie de la personne, quand au fond, quelque chose comme ça est possible ponctuellement chaque jour. Et donc, sous ce rapport-là, voilà, ça réclame une disponibilité de
cœur et d'âme, où il y a une part de travail sur soi, où il y a une part aussi de confiance avec les autres. Parce que à trop travailler sur soi, on est dans la maîtrise, donc il n'y a plus possibilité d'imprévu. Mais à trop se laisser flotter, voilà, on rate les carrefours. Enfin, il n'y a pas vous voyez, on ne sera pas capable de saisir qu'il se passe quelque chose de grand là. Voilà. Donc il y a une espèce de juste équilibre entre le travail d'intériorisation, de maîtrise de soi minimum, et puis cette espèce de disponibilité. Et je pense que la vulnérabilité à autrui, positive, hein, la vulnérabilité, la capacité à, pas vis-à-vis de tout le monde, mais de redécouvrir sans cesse qui est autrui, est une manière très radicale de se disposer à ça. Donc c'est dans les personnes qu'il y a le plus de ce genre de choses. Ouais, enfin, en gros, il y a plein d'étoiles à l'intérieur de chacun, sauf qu'il faut ouvrir le coffre, quoi. Bon, excusez-moi, je suis un peu ému. Sur la question des émotions, vous l'avez présenté comme se rapprocher du réel et être au plus juste avec le réel, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une culture de l'émotion à développer? Et c'est le mot tendresse qui me vient, notamment dans la famille, dans le couple, la relation parent-enfant. Est-ce qu'il n'y a pas justement à cultiver une émotion qui est juste parce que aussi elle fait partie de quelque chose de vital dans l'être humain, une dimension qui fait partie de l'être humain en lui-même et pas seulement pour connaître l'autre en réalité en fait, pour que cette émotion soit au service de la relation. Tout à fait. Alors, c'est vrai que si on travaille avec un peu de finesse, l'émotion, elle peut avoir une fonction, je l'ai souligné, hein, de médiation, parce que l'émotion, elle m'annonce la réalité avant qu'elle arrive. Hein. Je la pressens. On m'en a parlé, j'en ai entendu parler, je l'entrevois, je commence à comprendre, voilà, c'est tout ça. Mais c'est vrai aussi que c'est pas suffisant. L'émotion, elle est aussi ce qui... je ne sais pas comment dire ça, permet de mettre en lumière, en évidence et de rendre accessible toute la richesse des choses. C'est ça la tendresse. Hein. La tendresse, c'est une manière de se rendre accessible les uns aux autres dans la profondeur de notre être, de notre cœur. Ce qui n'est pas facile, c'est qu'elle est toujours dispositive, l'émotion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle doit accepter de s'effacer. Ce qui n'est pas facile dans notre monde moderne, c'est qu'on voudrait que la chose elle-même soit émotion. Or, ce n'est pas l'émotion qui est ultime, c'est la réalité qui en est la source. Alors, il y a des moments où ça se confond presque. Dans la joie contemplative, par exemple. La joie de la connaissance ou de l'amour de quelqu'un, là, la joie se confond presque avec la communion. Un peu comme la tendresse, mais même ça, ce n'est pas encore la réalité elle-même. C'est comme une révélation du secret qu'il y a dans le réel. Voilà. Mais donc la difficulté de l'émotion, c'est ça, c'est d'être mise à contribution. Et ce qui n'est pas facile dans notre monde, c'est qu'il cultive beaucoup l'émotion, mais encore une fois, il a tendance à y mettre le contenu même des choses. La vie n'est pas heureuse parce que je suis ému. Même si j'étais dans une émotion de plaisir permanent. Aristote discute là-dessus. Le bonheur, ce n'est pas le plaisir. Le plaisir, c'est une émotion, c'est une propriété. Le bonheur, c'est d'être uni au bien. Voilà. Mais pour être uni au bien, encore faut-il que je me sois ajusté à lui et que je l'ai laissé s'ajuster à moi. Et là, effectivement, l'émotion aide à ça. Alors, ce qui est très vrai, c'est que, et ça c'est tout à fait positif, hein, pas que dans la famille, mais dans la relation humaine, l'exemple de la tendresse est tout à fait signifiante, c'est-à-dire que c'est pas par la volonté, enfin, c'est pas seulement par la volonté que j'accède à la relation à autrui. C'est aussi par l'intelligence de la manière dont ma personne se prête à vouloir. Vous voyez, je sais pas comment dire ça. C'est la délicatesse de l'amour qui fait l'amour, dans le choix volontaire. C'est-à-dire que c'est bien d'aimer l'autre, c'est aussi bien de lui faire, c'est encore mieux de lui faire savoir. Mais le lui faire savoir alors que c'est pas vrai, c'est du bidon. Enfin voilà.
La tendresse sans amour, vous voyez, parce que tout peut être très très câlin, mais à la fin, tu n'es que dans les motifs, quoi. Et on se fout les uns des autres, c'est juste un peu sympa. Les chats ronronnent ensemble, la relation interpersonnelle n'est pas très poussée. Hein. On peut faire la même chose. On fait du cocooning, vous voyez, qui est une régression à l'état léthargique affectif mou. Voilà, qui est une manière de différer le fait qu'il va falloir voir les choses de manière un peu en face, un peu musclée par moment, et un peu avec de l'affrontement. Alors, est-ce que, comment dire, l'émotion n'a pas complètement été changée par l'image? C'est-à-dire que l'image du petit garçon mort sur sa plage a suscité une émotion internationale ou mondiale. La petite fille au Vietnam qui brûlait le dos en feu. Je veux dire, l'image, souvent l'image dramatique, l'image de guerre, l'image d'un petit garçon ou d'une petite fille sous un bombardement, a complètement modifié pour moi l'émotion, la notion de l'émotion, puisque c'est plus personnel et c'est devenu mondial ou international. Alors oui, mais je vous dirais qu'on a inventé ça vers tout le monde. Hein. Nous, on a mis des crucifix partout sur la planète. Hein. C'était un petit enfant qui était mort aussi sur la croix. Hein. Donc les émotions mondialisées, c'est quand même ce qu'on a fabriqué, nous les chrétiens. Puis on ne sait pas quand on était de là. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas peinturé tout le monde avec de la symbolique occidentale. Et donc c'est pour dire que oui, bien sûr, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'ailleurs négatif que je me serve de l'émotion pour faire toucher quelque chose de l'universel. Vous voyez, je le prendrais comme ça. Le petit enfant mort, en fait, moi je pense qu'il touchait aussi quelque chose. Dans certains cas, c'est parce que ça touche une symbolique. Ça touche symboliquement quelque chose qui est réellement positivement universel. Vous voyez, c'est là qu'il faut distinguer l'universel qui est un universel idolâtre, c'est-à-dire qu'on est dans de l'émotion fictive, qui est une émotion délirante. C'est la rêve party, quoi. Et il y a un côté comme ça dans les médias. Et puis, il y a l'émotion qui correspond véritablement à quelque chose. Vous voyez, là encore, je ne suis pas certain que... Enfin, Intouchable et Demain, pour prendre deux films, sont des films qui ont ému les gens. Je pense que dans les deux cas, c'est parce que ça a touché l'universel. Ce n'est pas juste un bon film marketing, où c'est sorti au bon moment avec une bonne recette. Vous voyez. Donc c'est pour dire, il y a quelque chose comme ça, c'est que c'est bon de s'apercevoir qu'il y a des émotions universelles. Et il y a même... Et je prends l'exemple des deux tours comme un événement qu'on ne sait pas assumer positivement, parce qu'on ne sait pas très bien en donner la signification, c'est ça qui m'avait frappé. Mais en même temps, oui, il y a des images qui nous restent dans l'esprit comme symboliques, et qui le sont légitimement, de tel événement, de telle souffrance présente dans le cœur de l'homme. Mais je dirais, la grande littérature et l'art, c'est ça. Hein. C'est ça. L'Évangile est bourré de moments émotifs qui ont marqué des millions et des millions de gens. Le Fils prodigue, c'est une petite histoire, non réelle en plus, mais qui porte en elle-même... il y a de l'émotion quand même, c'est bourré d'émotion le Fils prodigue. C'est pas le discours de Jésus sur le Fils. Enfin, il y a des moments moins émotifs dans l'Évangile de Jean. Si vous voulez avoir pas d'émotion, vous lisez l'Épître aux Hébreux, là il n'y en a plus du tout. C'est pas vrai en plus, c'est pas du tout vrai, il y en a plein, mais disons, il faut un peu aussi habituer, quoi. C'est comme les mathématiques. Hein. On peut super prendre son pied à faire des mathématiques, mais tout le monde ne peut pas. Là, c'est vrai. J'avais une prof de mathématiques, elle s'éclatait complètement. Mais pas tout le monde. Et donc, par contre, ce que je dirais, c'est que le propre d'aujourd'hui, et j'entends ce que vous dites, c'est quand les émotions suscitées par les images se substituent, et c'est ça que vous voulez dire, se mettent à se substituer à la réalité. Donc pour moi, ce n'est pas l'image symbolique, mais c'est quand je suis plus ému de ce qui se passe à l'autre bout du monde, dont j'ai jamais entendu, enfin dont j'ai aucune expérience, quoi, et sur lequel j'ai aucun point de repère existentiel pour savoir quoi en penser, ça me bouleverse. Mais du coup, je ne vois pas mon fils là qui va extrêmement mal depuis 3 jours. Oui, donc on est d'accord. Et donc ça, c'est vrai que la manipulation émotive par le biais du symbole et de l'image occupe aujourd'hui dans le psychisme des individus occidentaux une place démesurée par rapport aux émotions structurantes de confrontation de la personne directement avec la réalité. Là, vous avez tout à fait raison. Mais c'est pour ça que je prendrais moins le petit enfant, moi, que les trucs que vous avez vus en boucle. Enfin, je sais, une fois, j'étais chez un ami,
C'était au moment des premiers attentats de Charlie. Il avait coupé le son. On parlait, mais moi j'ai beaucoup de mal à m'abstraire de l'écran qui était à droite là. Donc il y avait en boucle, ça durait quoi, 20 secondes. Il y avait 4 séquences de 30 secondes, quoi. Il n'y avait rien sur l'image. Des CRS qui faisaient 15 mètres, un machin, un truc, puis c'était en boucle. Ça durait 2 heures. Je me suis dit, alors ça, c'est bien pire que tout, quoi. À la fin, tu es que non lobotomisé. Tu n'as plus aucune idée sur rien, tu ne sais même plus penser l'événement. Voilà. Et donc, voilà, ça, je trouve que c'est bien pire qu'une image frappante. Vous voyez, ça me choque plus que M. Kouchner avec son sac de riz. Filmé par les caméras, voilà. Bon. Donc c'est pour dire que, vous voyez, l'espèce d'abrutissement par l'image. Ça, oui. Le nombre d'images qu'on ingurgite et donc la déperdition, enfin, l'appauvrissement émotif considérable que finit par déclencher l'ingurgitation à très haute quantité des images. Et là, ça rend malade. Ça peut même, Aristote dit que le pire de tous les vices, c'est l'indifférence. Or, ça risque de me rendre indifférent au réel et surémotif à l'image. Là, voilà. Alors là, on est dans du grave, là. Et il faut connaître pas très loin. Mais avec 15 jours de désintoxication, sans téléphone ni image dans la campagne, vous allez voir ça. L'émotion de l'angoisse remonte très très vite. Du besoin d'autrui aussi. La nécessité d'avoir des mots, du langage, des gestes, de la présence. Ouais. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'impossibilité de compréhension émotive entre hommes et femmes, par exemple, et nous aider à distinguer la possibilité d'un partage réel d'une même émotion, d'une part, et puis l'accueil de ce que vit le cœur de l'autre. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Alors, là où évidemment il y a des compréhensions émotives possibles, c'est tout ce qui précisément transcende la différence. C'est-à-dire que l'émerveillement, il n'est pas masculin ou féminin. L'émerveillement comme tel, hein. L'étonnement non plus, parce qu'il est l'ordre de l'intelligence. Le travail non plus. Une femme ou un homme maçon qui bossent ensemble, ils vont avoir les mêmes émotions d'avoir correctement conçu ce qu'ils font et d'avoir correctement coopéré. Et puis tout ce qui relève du choix profond d'autrui, ça c'est la volonté profonde d'aimer. Là aussi, il y a une transcendance de l'émotion. Oui, la confiance, l'apprentissage, oui, l'expérience intérieure d'une connaissance approfondie de l'autre. Voilà. Après ça, je parlais de tout ce qui est de l'ordre de la communication du vécu. C'est-à-dire que si la configuration physique de quelqu'un conditionne sa géographie affective, c'est-à-dire qu'encore une fois, un petit gros et un grand maigre n'ont pas tout à fait la même palette émotive à disposition, tout simplement. Hein. Alors on peut avoir été, surtout oui, non, on peut pas avoir été d'abord, c'est pas possible d'avoir été les deux, donc on peut avoir été grand et gros et petit et maigre, mais voilà. Vous avez des endroits où c'est carrément différent, il faut choisir t'es l'un ou t'es l'autre, tu pourras pas être les deux. Et donc là, il y a des, je dirais a fortiori, la relation au corps, à la matière et au monde chez l'homme et chez la femme implique un rapport à la vie et à l'autre émotivement qui est fondamentalement différent. Et donc, je pense que ce n'est pas possible pour une femme d'imaginer peut-être, mais ça ne sera pas une imagination fidèle, ce que c'est que d'avoir un rapport à l'existence sans être capable, sans avoir un organisme fait pour porter quelqu'un d'autre. Pas possible. Possible. Et c'est impossible pour un homme d'imaginer ce que ça fait comme rapport émotif au monde que d'avoir un corps qui est fait pour porter quelqu'un. C'est très simple. Voilà. C'est très très élémentaire. Parce que le rapport au monde et à autrui est à quelque chose de complètement différent. Sur ce plan-là. Pas sur le plan de l'intelligence, pas sur le plan de la personne, pas sur le plan de l'esprit, mais sur le plan de la manière d'être disposé émotivement à l'accueil et à la relation à autrui. C'est très simple. Petite fille, c'est dès qu'elle a 4 ans qu'elle est faite pour porter quelqu'un à l'intérieur d'elle-même, même si on ne lui a pas tout à fait dit. Un garçon attend l'adolescence pour s'apercevoir que peut-être qu'il est fait pour engendrer, donc vous voyez, c'est un petit retard, ça fait simplement 10 ans de retard. Et puis, basiquement, ça fait une différence
pas en physiologique, mais c'est existentiellement, et même Heidegger dirait existentiellement, dans le rapport au monde, émotivement, ça change radicalement quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a... Alors ensuite, on peut écouter ce que dit autrui. On n'est pas complètement idiots les uns les autres, donc on peut voir les gens en parler, on peut voir des films, on peut voir des mises en scène, on peut voir des analogies. D'ailleurs, là encore, que ce soit l'homosexualité ou le transgenre, enfin, il y a plein d'expériences frontières qui donnent à penser qu'il y a des passerelles. Mais c'est très étonnant. Ces passerelles, elles ne sont jamais franchissables jusqu'au bout. Quand vous discutez avec un transsexuel qui est un homme au point de départ, il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose où il est toujours pas dans le féminin. Et vous pouvez discuter avec une personne féminine homosexuelle qui dans cette dimension homosexuelle est très attachée à la dimension féminine, enfin à la part, vous voyez, à être dans un rôle de type féminin. Vous l'écoutez, et si vous êtes un homme, vous dites oui, mais il y a un truc là, t'as encore rien compris du tout, quoi. Avec tout le respect qu'on te doit. Voilà. C'est cet endroit-là. Et je pense que c'est normal, parce que, oui, je peux pas être dans deux corps. On m'a cité l'exemple à Grenoble là, d'une jeune fille qui est androgyne. Donc c'est une femme. C'est pas un corps pour elle. Parce qu'elle ne pourra pas faire l'expérience de ne pas avoir un corps capable de porter quelqu'un. C'est tout bête. Donc même dans ce cas-là, il y a quelque chose, et c'est, encore une fois, c'est radical. Savoir que abriter quelqu'un 9 mois à l'intérieur de soi, pour nous, ça reste, pardon, sauf si les hommes ont des illuminations absolument extraordinaires, mais ça reste une abstraction, il faut quand même être honnête. Vous voyez, comprenez bien, on a beau voir tous les films de la Terre, écouter les mamans pendant des heures et des heures et des heures, ça ne va pas à un moment donné vous faire que émotivement ça fait tilt dans votre identité. C'est très simple. Voilà. Donc ça fait quelque chose. Alors là, je le montre simplement de manière basique, hein, mais après ça, je pense que ça induit toute une palette émotive. Après ça, il y a des recoupements. Et qu'on est après ça dans l'expression. Donc il y a des endroits qui se recoupent, mais basiquement quand même, ça fait une différence. Et je lui dis, là, on est dans les émotions primaires, hein. On n'est pas dans les émotions élaborées. On peut avoir les mêmes scénarios, on peut s'identifier un scénario, un héros masculin ou un héros féminin. Vous voyez, dans le héros, c'est-à-dire qui n'est pas une vraie personne, quoi, qui est une espèce de représentation symbolique. Mais dans le réel humain, dans l'émotion élémentaire, alors il faudrait voir, est-ce que moi je pense, mais ça ne m'étonnerait pas que ça joue sur les émotions élémentaires. La peur, la joie, l'attraction, enfin le désir, la tristesse, voilà. Ça se saurait si on avait un homme qui avait définitivement compris ce que c'est qu'une femme. Ce qui nous donnerait des conseils, à nous les hommes. Et ça se saurait, je pense aussi, si une maman par exemple, avait vraiment définitivement compris un homme, c'est son fils. Voilà. Enfin, peut-être qu'il y a des hommes qui me contrediront, mais je suis très frappé par ça et je pense que c'est positif qu'il y ait un endroit là où, il n'y a qu'un endroit où il y a une binarité corporelle, une binarité dans l'humain, c'est le corps. Et en plus, c'est pas une binarité d'espèces, vous voyez, c'est juste c'est un des éléments. Donc, être dans le corps, non, il y a plein d'expériences corporelles que nous partageons. On voit ça, la peur des parents pour leur enfant. Elle est, et je pense que c'est physique. Elle n'est pas la même chez un homme et une femme. La colère aussi, c'est très bizarre. Enfin, bref. Et je pense que j'ai vu, parce qu'à Avignon, il y a souvent des pièces, il y a de temps en temps des pièces où c'est des rôles d'hommes joués par des femmes. Et on voit qu'il y a toute une dimension du rôle qui est extraordinairement mise en lumière. Je me souviens, on avait l'évangile de Marc où Jésus était une martiniquaise. Et bien, je peux vous assurer, on voyait des choses que jamais on n'aurait vu avec un rôle d'homme, sur la bonté, enfin des choses extraordinaires. Ça faisait ressortir des mots de l'évangile que moi, j'avais jamais entendus comme ça. Et donc, je suis certain qu'ils faisaient partie du registre émotif qu'il y avait dans le Christ. Vous voyez, je veux dire. Voilà, mais ça ne collait pas à 100%. Non, mais c'est vrai que c'était... Moi, au début, je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc ? Et j'étais très impressionné de voir le nombre d'endroits, vous voyez, où tout était coloré différemment, mais vraiment, il y a plein de mots, il y a toute une bonté, toute une manière de dire, et voilà. On voit bien, même si à la messe, celui qui lit l'évangile, normalement, est un homme, voilà, peut-être qu'une fois, on aura des diaconesses qui liront l'évangile, mais
On voit bien quand on fait Lectio Divina, quand une femme lit la parole de l'Évangile, hein, parce que les autres, on les partage, mais de l'Évangile, il y a des choses qu'on entend, qu'on n'entend pas quand c'est une parole d'homme. Donc, dans la société aujourd'hui, on est surestimulé pour nous pousser à la consommation. Et d'un autre côté, je vois aussi dans la société aujourd'hui, dans le monde du travail, le fait de ne pas réagir, ou de savoir, ne pas montrer ses émotions, c'est un sort d'atout, comme si le fait d'être un glaçon, c'était quelque chose de plutôt bien perçu. Donc, à quoi servent les émotions dans des cas comme ça? Alors, c'est très vrai qu'on pourrait dire que le monde contemporain exerce vis-à-vis de nous ce qu'on appelle un double bind, c'est-à-dire une double injonction. Aujourd'hui, on est dans un monde qui nous dit « surtout ne sois pas émotif et surtout sois hyper émotif ». Et c'est ça qui rend un peu bizarre. Parce que c'est comme s'il fallait être capable d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, d'une situation à l'autre, au contraire d'être d'une sincérité absolue où tout d'un coup on est dans le partage intégral, ou inversement passer à la stratégie complète avec une froideur. Vous voyez ? Et ça, c'est épuisant. Qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer? Et aujourd'hui, on est un peu perdu. Hein. Alors, ça va à peu près dans la famille et entre amis, mais après. Et donc, le risque, on le voit bien, c'est de choisir une espèce d'émotivité standard, mais fausse, qui correspond au milieu dans lequel on est. Alors, c'est un peu comme la tenue vestimentaire dans une entreprise. Si on est le seul qui n'a pas de cravate et qu'on vient en col roulé, ça va pas. Au bout d'un temps, ça va avoir des effets émotifs clairs, quoi. Et donc, on fait pas que sur le vêtement. On voit bien, les gens, au bout d'un temps, préfèrent quand même être à peu près dans la masse pour ne pas se différencier, parce qu'ils n'ont pas envie d'apparaître comme quelqu'un qui est rebelle ou je ne sais pas trop quoi. Ou alors ils l'assument. Et on voit bien qu'émotivement, il y a un petit peu quelque chose comme ça. Il y a une espèce de nivellement sur une espèce d'émotivité moyenne. Moi, je pense que ce n'est pas du tout constructeur, ça. C'est pour ça que ce n'est pas facile d'avoir une émotion cohérente et personnelle. Vous voyez, le pape, c'est étonnant, vous ne l'avez pas vu se mettre en colère. C'est pas facile d'être pape hein, émotivement. D'être dans la disponibilité à chacun et en même temps, par moments, dans le point intérieur énorme que ça représente. D'ailleurs, si vous le regardez de près, le pape François, ces changements de visage peuvent être très spectaculaires d'une seconde à l'autre. Dès qu'il est plus face à quelqu'un, il peut reprendre une espèce de gravité qui fait presque peur. Et la seconde d'après, il retrouve le visage de quelqu'un et il repart. Ça m'a beaucoup frappé sur l'île de Lesbos, là où il est allé visiter saluer les réfugiés. C'était très frappant de voir ça. Voilà. Donc c'est pas facile d'être... Parce que quelle est l'émotion juste? C'est celle qui me permet d'être vrai face à moi-même. D'abord face à des gens qui sont vrais. Et puis après ça, d'essayer de gérer le reste. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Peut-être qu'autrefois, on était plus dans des standards émotifs... plus superficiels, vous voyez, qui nous mettaient dans des jeux de rôle publics, quoi. Quand on était à la messe, on était comme ça. Quand on était dans telle famille, on était comme ça. Quand on était dans tel milieu, on était comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on a un peu cassé tous ces codes-là. Mais en fait, du coup, malgré tout, ça reste tout aussi tyrannique, mais plus compliqué. Autrefois, tu savais comment t'habiller, tu vois, dans la soirée, là, la soirée chez Madame Machin Truc, là, c'était, vu le milieu et le truc, c'était tout, tu savais à peu près. Tu n'arrivais pas en queue de pie, quoi, plutôt en jean. Aujourd'hui, je ne sais pas comment... Enfin, moi, c'est bon, j'ai réglé le problème, mais... comment je ne sais pas comment vous faites, hein. Tu dis, c'est quoi les critères? Parce que c'est de l'émotif, le vêtement. Parce qu'à la fois, il faut que tu sois parfaitement spontané, mais aussi complètement ajusté. Parce que si ta spontanéité dénote, c'est plus du tout... voilà, ça ne va pas du tout. Donc, il faut que ça ait l'air complètement spontané, imprévu. Et hyper calculé, quand même. Donc même quand tu as l'air d'avoir eu à peine le temps de t'habiller, tu as super cultivé la manière d'avoir l'air juste le temps de t'habiller. Enfin voilà, c'est un petit peu ça qui est... Mais c'est pour ça que je vous disais, je me suis pas tardé trop, mais que cette contrainte externe, elle est quand même très, très... c'est très agressif, moi, je trouve. Et que je pense que là, à un moment donné, on s'est imaginé être libre, hein, des années 60 aux années 80-2000. Et en fait, on est revenu à des codes terriblement oppressifs.
Et je pense que là, il y a un travail de vraie liberté à mettre en œuvre. Bon, le sommeil ne fait pas partie des émotions, mais la fatigue quand même. Si vous avez des idées pour l'année prochaine, des suggestions de sujets, alors avant de proposer un sujet, il faut que vous fassiez un petit rewind, vous allez voir les titres qu'on a déjà faits. Sauf s'il a été vraiment mauvais, parce que de temps en temps, on en a fait un sujet ou l'autre, si vous estimez qu'il a vraiment été mauvais, enfin que j'ai été vraiment mauvais, que le sujet n'était pas bien traité, il faut le retraiter. Voilà. Donc vous n'hésitez pas sur le site, question pour tous, à faire vos suggestions. Il faut essayer de faire ça avant le début juin, parce que c'est à ce moment-là. Oui, c'est à ce moment-là, vers le 10 juin, c'est à ce moment-là qu'on essaie de fixer les sujets. Bonne fin d'année scolaire.